Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du droit de poursuite prévu à l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Le droit de poursuite, ou haute poursuite en anglais, puise son origine dès le VIe siècle dans l'Empire romain, puisqu'on en trouve la trace dans les instituts de Justinien. On le retrouve à nouveau plus tard, au XIIIe siècle, dans des décisions de common law s'agissant par exemple de la permission de pourchasser des animaux d'autrui en fuite alors qu'ils avaient causé des dommages à la propriété. Le droit de poursuite a d'abord été consacré par la Convention sur la haute mer de 1958, entrée en vigueur en 1962 à son article 23, avant d'être repris par la Convention de Montego Bay avec seulement l'ajout d'un nouveau paragraphe 2. Nous examinerons les conditions de ce droit de poursuite, ainsi que ses limites qui font que le droit de poursuite tel que prévu par la Convention peut être considéré comme inadapté, notamment au vu des technologies actuelles. Les conditions du droit de poursuite, qui sont cumulatives, sont énoncées à l'article 111. La première d'entre elles, donnant lieu au droit de poursuite, est l'infraction. On retiendra les infractions correspondant aux droits qu'a l'État côtier dans chaque espace maritime, dans la mer territoriale, toutes les lois de l'État côtier, dans la zone contiguë les règlements fiscaux, douaniers, sanitaires et d'immigration, et dans la ZEE, zone économique exclusive, les infractions de nature économique, notamment la pêche. Il faut que le navire poursuivant ait une raison sérieuse de penser que le navire est fautif, conformément à l'article 111, paragraphe 1er. De simples soupçons ne sont pas suffisants, comme cela a été dégagé dans l'affaire Saiga. Un traité signé entre la France et l'Australie donne des pistes en indiquant que ces soupçons peuvent provenir d'un contact visuel direct du navire suspect et de preuves recueillies par des moyens technologiques. Ce sont des exemples qui ne sont pas limitatifs. Conformément au paragraphe 4, un navire peut être sujet à la poursuite sans se trouver dans la zone de l'infraction dans le cas d'un navire satellite et d'un navire-mère, conformément au concept de constructive presence, présence par déduction en français, comme dans une affaire de 1888 dans laquelle un navire de pêche canadien envoyait des canots pêcher dans les eaux russes tout en demeurant à l'extérieur de ces eaux. Quel navire est compétent pour exercer ce droit de poursuite ? Conformément au paragraphe 5, ce doit être un navire de guerre ou étatique dont la définition est donnée à l'article 29 de la Convention. Ces navires, à l'inverse, bénéficient d'une immunité totale et ne peuvent être poursuivis. Ce navire de guerre ou étatique doit émettre un signal de stopper, auditif ou visuel, qui doit être donné à distance de vue ou d'écoute. Cela comprend ainsi le recours aux signaux lumineux ou au code international des signaux maritimes. Cependant, on notera un problème d'interprétation de cet article qui fait que l'emploi de la radio n'est pas admis par la doctrine. Ce signal de stopper doit être émis tandis que le navire poursuivi se trouve toujours dans la zone de mer sous juridiction de l'État côtier. Toutefois, le navire signalant n'a pas à se trouver dans la même zone. Dès le signal émis, la poursuite doit être engagée. La poursuite doit être ininterrompue avec le maintien d'un contact continu afin que le navire de l'État côtier s'assure de l'identité du navire à poursuivre et à raisonner. Il est toutefois permis que plusieurs navires se relaient dans cette entreprise. Finalement, la poursuite se termine si le navire fautif est arraisonné, si la poursuite est interrompue ou abandonnée, ou si le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son état du pavillon ou d'un état tiers conformément au paragraphe 3, mais il existe la possibilité d'accord entre États pour éviter ce dernier cas. Ainsi, une poursuite peut durer un temps indéfini, comme dans cette poursuite en août 2003 ayant impliqué le navire uruguayen Viersa Ier et un navire de patrouille australien qui a duré pas moins de 21 jours et s'est étendu sur 3900 milles marins. Venons-en à présent à la question de l'arraisonnement. L'emploi de la force ne doit être envisagé qu'en dernier recours. Ainsi, en cas d'emploi injustifié ou excessif de la force, l'État côtier pourra être tenu responsable, comme dans la sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'affaire I'm Alone, dans laquelle un navire canadien avait été coulé par 2 navires américains, ce qui a donné lieu au versement d'une compensation. Les conditions du droit de poursuite, telles que définies à l'article 111 de la Convention, peuvent être problématiques aujourd'hui au vu des évolutions technologiques, l'obligation de signaler le début de la poursuite et l'obligation du caractère continu de la poursuite notamment.
Il paraît difficile d'y intégrer l'usage des nouvelles technologies en lieu et place des signaux lumineux ou de l'emploi du Code international maritime et du contact visuel continu qui peut être aisément perdu de nuit ou dans des conditions météorologiques défavorables. Il est donc nécessaire qu'une interprétation large du paragraphe 4 soit admise, sous peine de rendre cette notion de droit de poursuite obsolète. En effet, l'utilisation de la radio ainsi que du radar, du GPS ou encore de l'AIS permettent de suivre les navires ayant commis une infraction à distance, sans compter le système d'identification et de suivi des navires à grande distance instauré par la Convention SOLAS de l'Organisation maritime internationale. Ainsi, le droit de poursuite octroie à l'État côtier de poursuivre un navire fautif au-delà des zones sur lesquelles il a compétence en haute mer, en exception de la compétence exclusive de l'État du pavillon. Cependant, tel qu'il est prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il semble avoir perdu de son utilité au vu des technologies et des méthodes actuelles. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.